Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Tout de suite, bien sûr, nous devons passer à un reportage qui va jeter plus de lumière sur les victoires du 6 octobre de 1973. Bien sûr, on commémore le 47e anniversaire de ces victoires des Arabes soutenus par leurs frères africains sur les occupants israéliens. Donc, pour savoir un peu plus d'informations en ce qui concerne cette victoire qui a permis qui a permis de répondre aux mensonges des médias occidentaux israéliens sur la légende réelle de l'armée de l'occupation israélienne. Celle qui se disait invincible s'est avérée être une irréalité. Donc, les explications tout de suite avec Marwa Arafa et Chérif Boussela. La victoire égyptienne du 6 octobre 1973 s'inscrit dans la liste des grandes batailles que livra l'Égypte pour la défense de son intégrité territoriale aux différentes époques de sa longue histoire. Depuis cette victoire du 6 octobre, l'Égypte œuvre à trouver une solution politique à tous les problèmes du Proche-Orient et en Afrique, et y assurer le développement économique et social et à faire en sorte que chaque pays vive dans des frontières sûres et reconnues pour tous. Cette victoire a permis à l'Égypte d'obtenir une grande importance sur tous les plans politiques et diplomatiques. La guerre de libération a abouti à un changement dans les stratégies militaires dans le monde entier. La guerre a abouti à rétablir la confiance dans le soldat égyptien et arabe, l'établissement d'une unité arabe globale, ainsi que la reconnaissance des Arabes en tant qu'importante puissance internationale et la chute de la légende israélienne. La guerre a également frayé la voie devant la signature de l'accord de Camp David en septembre 1978 suite à la visite historique du président défunt Al-Sadat à Jérusalem en novembre 1977. Les négociations politiques ont été la deuxième étape après la libération des territoires occupés. Les combats se sont arrêtés le 28 octobre 1973 après l'arrivée des forces internationales d'urgence au Sinaï. Après son retour à la souveraineté égyptienne, le Sinaï est devenu un important modèle à suivre dans la victoire de la volonté de paix. La ville de Sharm el-Sheikh a remporté le prix de l'UNESCO de ville de paix en 2000 et 2001, comme elle a occupé la première place en tant que meilleur site touristique parmi les villes de la mer Rouge. Le Sinaï a été témoin de la tenue de plusieurs conférences, initiatives et réunions sur tous les domaines économiques, politiques, culturels et sociaux. Donc, comment les Africains ont soutenu les Arabes, ont soutenu les Égyptiens dans leur guerre contre l'occupation israélienne, c'est la question. Mais la réponse sera bien sûr à travers les explications, les analyses de notre invité de marque, M. Jean Messiha, l'analyste politique, l'expert dans le domaine de la politique et qui se trouve actuellement en ligne de l'Inter international. Monsieur Jean Messiha, vous êtes toujours le bienvenu. Bonsoir et même bon anniversaire. Bah écoutez, merci beaucoup, ça me touche. J'ai un demi-siècle, vous voyez. Donc oui. Je suis né 3 ans avant ce dont on va parler maintenant. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment les Africains ont soutenu les Arabes, ont soutenu les Égyptiens dans leur guerre contre l'occupation israélienne? Donc, encore une fois, quel était le rôle des Africains dans cette guerre de libération? Ben, écoutez, il faut, je crois, se replacer dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire celui donc du monde tel qu'il était en 1973. C'est un monde qu'on appelle le monde bipolaire, avec d'un côté les Jamaïcains et de l'autre côté l'Union soviétique. Donc il y avait évidemment l'Union soviétique et ses satellites et les États-Unis et ses alliés. Et il y avait un troisième pôle qui était né à Bandung, à la conférence de Bandung, en 1955, qui était le mouvement des non-alignés.
auquel participaient donc le président Sukarno, Tito, le président égyptien Gamal Abdel Nasser, et c'était le troisième pôle. Et effectivement, la guerre de 73 a été comme une sorte de, comment dirais-je, d'épopée ou de guerre dont l'Égypte était en première ligne, mais sur laquelle finalement était focalisé l'ensemble des non-alignés, au premier rang desquels, évidemment, les pays africains qui sont les pays concernés. Donc, même si l'Égypte a été le fer de lance militaire, avec sa présence sur le terrain, sa présence militaire, ses soldats sur le terrain, il y a eu indéniablement une grande coopération, ne serait-ce que morale, un grand soutien moral, non seulement de la part des autres pays arabes, mais également de la part des pays africains. Là où la chose qu'on peut regretter, c'est que lorsque quelques années plus tard, après cette victoire des Égyptiens en 73 qui avaient conquis l'ensemble des non-alignés, notamment des Africains, lorsque l'Égypte a voulu faire la paix, eh bien, une grande partie de ces pays, notamment d'ailleurs les pays arabes, mais également les pays africains, ont oublié que c'est l'Égypte qui a payé le prix du sang pour cette victoire. C'est l'Égypte qui a envoyé ses hommes mourir pour l'honneur du monde arabe et pour l'honneur de l'Afrique. Et donc, effectivement, les autres étaient en soutien moral, mais il n'y avait pas de soutien humain, dans la mesure où les pays africains, les pays arabes n'ont pas envoyé de soldats. Et c'est effectivement l'Égypte qui a porté sur ses épaules la responsabilité de la victoire effective, même si il y avait effectivement en 73 un soutien moral et politique très important de la part des deux alliés. Justement, on va prendre une toute petite pause. Après ça, on va se lancer encore une fois dans les discussions des autres sujets. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, au palais Al-Ittihadiyya en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, et du chef des renseignements. Le président el-Sisi a loué les forts liens historiques entre les deux pays et a signalé l'intention de l'Égypte à renforcer les relations bilatérales et à consolider la coopération stratégique avec le Kenya dans les différents domaines. Le président el-Sisi a félicité son homologue kényan d'occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2021-2022, tout en exprimant sa pleine confiance à la capacité kenyane et à représenter le continent africain parfaitement en tant qu'une voix défendant les causes africaines à l'ONU. En ce qui concerne les relations bilatérales, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte tient à transmettre son expérience développementale au Kenya. De son côté, le président Kenyatta a signalé l'appréciation de son pays des liens historiques bilatéraux, affirmant que son pays tienne à évoluer la coopération avec l'Égypte. De même, M. Kenyatta a souligné le rôle pionnier que de l'Égypte afin de maintenir la paix et la sécurité tout en louant les positions égyptiennes visant à réaliser la stabilité à la Corne de l'Afrique et à l'Est africain. Donc la question, quels sont ces grands messages qui ont été bien sûr adressés ou lancés à partir de cette rencontre entre Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. Donc c'est la question de la réponse avec Monsieur Jean Messiha, notre analyste politique qui se trouve toujours en ligne de NAL TV International. Monsieur Jean Messiha, est-ce que vous m'entendez bien ? Donc, on va donner un peu plus de temps pour récupérer cet appel téléphonique, mais justement, je dois vous rappeler que le gouvernement soudanais, le Front révolutionnaire qui comprend les forces politiques et les mouvements armés, ont signé définitivement l'accord de paix lors d'une cérémonie tenue à la place de Hurriya à Juba, tandis que le Premier ministre Mostafa Madbouli, qui préside la délégation égyptienne, lors de cette cérémonie, a signé l'accord en tant que témoin. Donc, un reportage de Marwa Arafa Chiboussila. Le gouvernement soudanais et le Front révolutionnaire, qui comprend les forces politiques et les mouvements armés, ont signé définitivement l'accord de paix lors d'une cérémonie tenue à la place El Hurriya à Juba, tandis que le Premier ministre, M. Mostafa Madbouli, qui préside la délégation égyptienne, lors de cette cérémonie, a signé l'accord en tant que témoin.
Signé l'accord en tant que garant le chef du Conseil de la souveraineté soudanaise, le lieutenant-général Abdel Fattah el-Bourhan, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayar, le président du Tchad, Idriss Déby, et le ministre émirati de l'énergie, Sohail el-Mazroui, a présidé la délégation de son pays lors de la cérémonie. Ont signé l'accord en tant que témoin le Premier ministre M. Mostafa Madbouli et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et des représentants de l'Union européenne et des Nations unies. Suite à la signature d'un spectacle artistique a eu lieu à la place Al-Hurriya, auquel ont pris part des artistes du Soudan et du Centre du Sud, et ce dans une ambiance de joie et de béatitude. Donc, dans les prochaines minutes qui nous restent, deux sujets à discuter. Premièrement, cette rencontre entre M. Sisi et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. Monsieur Jean Messeha. Oui. Oui, comment vous avez reçu les messages qui ont été lancés à partir de cette rencontre entre Monsieur le président de Fattah Sisi et le président kenyan Uhuru Kenyatta? Écoutez, je pense que l'affaire du Nil et de l'eau, c'est une affaire éminemment stratégique. C'est une affaire qui requiert aussi le plus grand sang-froid dans son règlement, parce que c'est une affaire qui vise à contester de la part d'un certain nombre de pays africains des accords historiques qui n'avaient pas été contestés jusqu'à présent. Et évidemment, c'est un esprit de négociation, parce que le statu quo aujourd'hui paraît difficile, mais il paraît tout autant difficile que l'Égypte renonce effectivement à ses droits historiques qui remontent pas à quelques dizaines d'années, mais qui remontent à plusieurs milliers d'années. Donc effectivement, le chemin est ténu, la négociation est difficile, et je pense que le président égyptien a tout à fait raison de faire des déclarations de la plus grande fermeté, parce que dans les négociations internationales, de toute façon, ça commence toujours comme ça. Il faut planter le décor, et il faut effectivement dire que le pays ne renoncera pas à ses droits irrédents sur l'eau du Nil. Après, si vous voulez, c'est aussi un moyen non seulement de planter le décor, mais de lancer le cycle de négociation, puisque vous savez très bien que le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan sont des pays qui aujourd'hui réclament, en raison de leur démographie notamment et de leur développement économique, réclament d'avoir un quota d'eau du Nil qui est supérieur à celui qui leur est historiquement dévolu. Et donc effectivement, dans un contexte de désertification et d'assèchement climatique, cette négociation-là est éminemment stratégique et très importante, mais tout autant que pour l'Égypte, puisque vous savez que l'évolution démographique égyptienne était exponentielle. L'Égypte est un pays qui croît presque de 1 million ou 1 200 000 personnes par an, ouais. et que c'est des personnes qu'il faut évidemment nourrir et 2 millions, en fait 2 millions par an. Mais justement, comment les experts, les responsables politiques en Europe, vous parlez à partir de la France. Comment ils observent le déroulement de ce dossier, l'évolution qui a eu lieu dans ce dossier? Vous savez, la position de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne a toujours été une position d'équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne peut pas être la position égyptienne à 100%, ça ne peut pas non plus être la position des pays africains situés en amont du Nil à 100%. Et effectivement, l'Union européenne, en appui avec l'Union africaine, effectivement, essaye de trouver, je dirais, le chemin d'un compromis qui permette à tous les États de respecter leur intérêt supérieur, ce qui n'est pas chose facile. Donc effectivement, je crois que laisser les parties prenantes autour du Nil discuter frontalement paraît compliqué, parce que effectivement personne ne veut renoncer à rien, et il est très important, et d'ailleurs les pays de l'Union européenne, au premier rang desquels la France, a pris la mesure de ce dossier et offre leur bon service d'intermédiaire pour essayer effectivement de mettre les parties prenantes autour à la table de négociation et sortir avec un accord qui satisfasse tout le monde. Oui, justement, l'Égypte essaie toujours de stabiliser les pays du bassin du Nil, mais aussi les pays de la Corne d'Afrique.
Et c'est la même chose pour ces deux profondeurs. Au sud, c'est-à-dire le Soudan du Sud, et à l'est, c'est la Libye. Donc, les accords de paix qui ont été soulignés, qui ont été signés il y a quelques jours à Juba, représentent quoi pour la stabilité de l'Égypte, pour la stabilité de l'Afrique toute entière, selon votre optique? Écoutez, tout accord, de toute façon, quelle que soit sa nature, à partir du moment où il revêt le sein des pays concernés et des parties prenantes, est un pas dans la bonne direction. Attention cependant au risque de penser que cet accord puisse être définitif. Je pense que c'est une situation extrêmement évolutive à laquelle il faut prêter une attention particulière. Et je crois que si on peut se féliciter qu'un accord ait pu être trouvé, il n'en demeure pas moins qu'il faut surveiller de très près l'évolution pour tenir dans la durée les termes de l'accord et ne pas le voir contesté ultérieurement sous la pression de l'évolution à la fois géographique et démographique et climatique, eh bien, par des velléités de signer un nouvel accord qui soit en des termes plus différents de celui qui a été signé au préalable. Donc c'est un pas dans la bonne direction, mais il faut simplement maintenant veiller à ce que les termes de cet accord puissent être durables dans le temps. Oui, justement, le ministre égyptien des Affaires étrangères a confirmé que l'Égypte poursuivait ses efforts grâce à des contacts avec des frères libyens et à une coordination totale avec les Nations Unies et la communauté internationale afin de restaurer la sécurité et la stabilité dans toutes les régions de la Libye. Donc, c'est la déclaration. Comment vous observez les efforts sur le terrain, les efforts égyptiens, bien sûr? Attendez, je n'ai pas très bien entendu, c'est sur le terrain libyen, vous dites? Oui, les efforts égyptiens au niveau de la stabilisation de la Libye. Écoutez, les efforts égyptiens au niveau de la stabilisation de la Libye auraient déjà été couronnés de succès si on n'avait pas l'intervention intempestive et outrancière de la Turquie, qui, comme vous le savez, vient perturber le jeu libyen, vient soutenir des milices libyennes. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Oui. En déstabilisant finalement la scène libyenne et en ruinant les efforts égyptiens pour aboutir à une paix. Donc s'il y a un pays sur lequel il faut porter la pression, qu'il arrête son intervention et permette à la Libye de se stabiliser et aux efforts égyptiens d'être couronnés de succès, c'est la Turquie. Monsieur Jean Messard, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications. Donc nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Bon suivi dans le programme sur NATV International.